Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'analyse. Je suis accompagné aujourd'hui non pas de une personne, mais de deux personnes. À ma gauche, comme d'habitude, le fougueux Julien Nivelet. Bonsoir à tous. Mais également, à ma droite, un invité exceptionnel, en la présence de Vincent Formica, journaliste pour Allociné, que vous entendez très certainement régulièrement dans les podcasts, bien sûr, mais également dans les podcasts dédiés au doublage français, Voix Ouf. Vincent? Tout à fait, merci beaucoup. Je suis ravi d'être là pour parler de Full Contact. Si on m'avait dit un jour que je parlerais de Full Contact dans un podcast, je l'aurais pas cru, parce que c'est quand même un film très spécial. Donc on va en parler. Donc c'est cool. Tu penses que ça n'arrivera pas à la régie d'Allociné? À la rédac d'Allociné, à parler Full Contact, si on peut faire... on a un format qui s'appelle Bagarre. Donc on peut faire un bagarre spécial Van Damme. Mais bon... Spécial film des années 90. Ouais. Mais je pense qu'il se possible. ferait balayer d'un coup de pied sauté. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour parler du film, bien sûr, mais aussi du contexte dans lequel il sort, c'est-à-dire le fin des années 80, début des années 90, et donc du coup le marché du film d'arts martiaux / action avec des gros bras était au firmament, et évidemment parler de la figure que représente Jean-Claude Van Damme à son apogée, c'est-à-dire en 1990, 3 ans après le début de son ascension. Donc, de quoi ça parle Full Contact? Eh ben, on va vous le dire juste après. Avant, j'aimerais présenter quelques informations autour du film, notamment le fait que le film est réalisé par Sheldon Lettich, qui a signé notamment le scénario de Rambo 3, mais qui est également, très important, le réalisateur de Bloodsport, qui a lancé Jean-Claude Van Damme. Et donc, à côté de Jean-Claude Van Damme, on retrouve quelques noms pas forcément très connus, mais toujours très sympathiques, comme Harrison Page, Deborah Reynard, ou bien sûr l'inimitable Brian Thompson, second couteau assez récurrent des années 80-90, notamment on l'a retrouvé dans Terminator ou Cobra. Et très important, le scénario est signé Sheldon Lettich, donc le réalisateur, mais aussi Jean-Claude Van Damme. Elle dit qu'elle m'a appelé il y a 2 semaines. On ne m'a pas informé. Ici, c'est la Légion étrangère, Gauthier. Pas le Club Med. Il s'agit tout de même de mon frère. Il est peut-être déjà mort. Donc Gillian, de quoi ça parle Full Contact? Alors Full Contact, ça s'ouvre sur le meurtre d'un trafiquant de drogue qui est brûlé vif, qui finit à l'hôpital et qui crie un nom. De tout ce qui lui reste, il crie un nom. Parce qu'il se trouve que cette personne est le frère de Jean-Claude Van Damme. Donc ces trafiquants sont quand même mal tombés. Ça tombe un peu mal. Jean-Claude Van Damme, qui à ce moment-là est légionnaire, qui se trouve à l'autre partie du monde, à l'autre bout du monde, en Afrique, alors que l'intrigue se déroule à Los Angeles, si je dis pas de bêtises. Principalement à Los Angeles, il y a une partie à New York aussi. Ouais. Donc voilà, c'est un peu le postulat de départ. Donc le personnage de Van Damme va déserter et se retrouver aux États-Unis pour faire un peu d'argent et aider la femme de ce trafiquant ainsi que sa nièce, donc la fille de son frère. Il va se débarrasser des légionnaires à coups de high kick. C'est vrai. Ça, Directement. C'est ce qui m'a fait marrer au tout début du film quand les boss, les militaires sont des mecs hyper obtus qui veulent pas le laisser partir alors que son frère est mort, quoi. Enfin, il est mourant, son frère est mourant. Sans pitié, aucune empathie, c'est des blocs. Ouais, c'est des de blocs marbre. de marbre. Attends, tu vas rester là. Le gars est dans un état terrible en plus. Il y a des plans sur lui à l'hôpital quand même. Ah oui, c'est Ouais, chaud. et- Le maquillage est bien dégueulasse. C'est pas mal, ouais. C'est Ouais, bien foutu, hein. C'est bien fait. Ça m'a rappelé Ouais. un petit peu le maquillage dans Prince des Ténèbres, parce que tu vois. Et, Ouais, c'est bien encore quand même. Et par contre, t'as oublié de préciser un petit quelque chose, c'est comment est-ce que Léon ou Lyon... Ça, on en parlera parce que c'est On en parlera. très spécial aussi. C'est un bordel, donc Léon à ne pas confondre avec le personnage de Jean Reno. Hein. Mais de toute façon, les Américains ne le connaissent pas, puisque là-bas le film s'appelle The Professional, donc rien à voir. Évidemment, il va gagner tout cet argent à la force de ses poings, à la force de ses pieds, même encore plus, et même à la force de sa tête aussi. Un peu, ouais. Quelques coups de tête aussi. Et des coups de coude. Par-ci, par-là. Et des, Oui, Et des ralentis. et des costumes en spandex. ça c'est pas de... c'est pas de... Quoique, on verra, parce que Van Damme a commenté le film. Ah, Donc ça- on reparlera de ça aussi. Van Damme a eu son mot à dire là-dessus, sur toutes ces scènes de combat. Donc voilà. Alors du coup, donc rappel du contexte, nous sommes en 1990. Le film est le 5e
rôle principal de Van Damme. Ouais, mais il a fait tellement un nombre incalculable de, de trucs. Ah bah ça tournait à la chaîne, Ah ouais, il tournait c'est à pas la pour chaîne. rien parce que Ouais. son premier contact direct en tant que star, en tant qu'acteur principal dans les films hollywoodiens, ça a été avec le producteur Menahem Golan, bien connu, l'un des producteurs principaux fondateurs du studio de la Canon. Ouais, incroyable. Qui a réalisé un de mes films préférés, Le Bras de Fer avec Stallone. Ah oui, Incroyable. Over the Top. Ouais, ouais. Over the Top. Un de mes films de chevet quand j'étais petit. Et donc, si vous ne connaissez pas la Canon, c'est une société de production rachetée par deux hommes d'affaires israéliens, Exactement. top, Ouais. au début des années 80, qui sont passionnés de cinéma et qui vont se mettre à créer leur propre film, principalement d'action, à tour de bras, avec des budgets assez serrés, avec des stars en déclin, comme Charles Bronson, par exemple, pour tourner parfois des suites d'anciens classiques et beaucoup de films qui sont devenus cultes ou oubliés. Hein, ça dépend. Et effectivement, Van Damme, en 1987, vient de se faire virer du tournage de Predator, puisque il a joué la première mouture de la créature. Ce costume un peu... Dégueulasse. Ah, ils ont bien fait de tout. Tant mieux, finalement. Et caoutchouteux. Ouais. Ah ouais, c'était naze. Ouais. C'était bizarre. C'était nul à chier. En plus, on le voyait même pas. Ouais. Alors que pourtant, qu'est-ce qu'il est beau. Il il nous le rappelle beaucoup dans le film. Non, c'est vrai. C'est vrai que, justement, en revoyant le film, je me suis dit quand même, à cette époque-là, il avait une trentaine d'années. Tout juste 30 ans. Et ouais, il avait une forme incroyable. Et puis, il avait une vraie carrure. Et ça, je trouve que ça dénotait de ce qu'on voyait à l'époque, parce qu'on avait l'habitude de Stallone et Schwarzenegger qui étaient des montagnes de muscles. Et lui, il était pas non plus, il était un peu à la Bruce Willis, il était plus, il était carré, mais c'était pas un colosse à la Schwarzy, quoi. Je l'associerais plus gracieusement peut-être à Wesley Snipes. Ouais. Parce aussi. que il a quand même un physique très impressionnant. Ouais. Mais il est carré, c'est pas son physique qui joue le plus, c'est t'as vraiment quand même- ses capacités martiales. T'as quand même t'as quand même une scène un peu drôle dans la chaufferie du bateau, où t'as juste des plans de lui torse nu qui sue, Oui, c'est tu vrai. vois, il bombe les muscles, et là, t'es, ah ouais. Oui, Les puis- plans, tu les as juste voulu pour, Il y a même parce qu'en soi, les plans servent pas à grand chose, mais enfin, il y a un plan, c'est pas mal de... il y a un plan gratuit aussi sur ses fesses, à l'hôtel, il me semble, avec Eh ben, Cynthia. c'est lui qui l'a voulu. Ah bah, ça m'étonne pas. Ouais, mais c'est Euh, on en revient sur le truc de Van Damme qui supporte mal d'être dans un costume, je pense, tu vois. C'est quelqu'un qui aime quand même montrer son physique et ce dont il est capable. C'est quelqu'un qui est très dans le... Et puis, il faut dire qu'effectivement, il l'a voulu, cette célébrité. Il a eu du mal à l'obtenir, puisqu'il est arrivé aux États-Unis en 1982 avec Mohamed Kissi, son ami d'enfance. Très important de le préciser, parce que il a eu vraiment un rôle important et beaucoup plus prédominant qu'on le pense dans sa carrière, puisqu'ils ont vraiment connu le succès ensemble, même si Mohamed Kissi l'a connu de façon plus relative, même si il est très connu aujourd'hui, même si peu de personnes le savent, pour avoir joué Tong Po dans Kickboxer, qui est vraiment resté un personnage culte, au même titre que Chong Li, par exemple. Et c'est vrai que pendant 5 ans, entre 1982 et 1987, ça a été une vie de vagabond pour les deux. Ils n'arrivaient pas à trouver de rôle, à part dans des petits films ou juste en tant que figurant. Bah d'ailleurs dans certains films de la Canon, comme Break-In, le film sur le breakdance, ou je sais plus quelle danse, je crois que c'est ça. Mais effectivement, ça a été difficile, et c'est vraiment Van Damme qui a provoqué sa chance lorsqu'il a reconnu justement le producteur Menahem Golan et qu'il allait directement lui montrer ses muscles et son talent d'acteur. Ouais, il a mis quelques high kicks qui l'ont impressionné. Ils lui ont dit bon ben ok, viens me voir. On va essayer de te trouver quelque chose. Donc ouais, c'est impressionnant, je trouve, parce qu'il a fait preuve d'une abnégation assez exceptionnelle. C'est pour ça que c'est un peu un modèle quand même. Van Damme, on se moque de lui parce qu'il a un peu un phrasé bizarre. Il est un peu voilà, il a balancé des trucs qui lui sont restés un peu qui lui sont restés collés à la peau, comme je suis aware et compagnie. Mais ça reste quand même un mec qui est, je trouve, qui est inspirant, parce que il a tout donné et il a rien lâché sur son rêve. Et rien que pour ça, il mérite vraiment le respect. Et c'est quelqu'un qui est intelligent, je trouve, qui est éclairé, qui a toujours eu, je pense, une conscience au fond de lui, qu'il a voulu transmettre aux autres. Donc à travers, au début, effectivement, ses films, mais après,
à travers un peu sa dialectique. Ouais. Et je trouve que ce qu'il dit au fond c'est assez intelligent, mais c'est pas ça le plus important. Ce que peu de personnes savent, c'est que dès Bloodsport, en réalité, il avait déjà plusieurs casquettes, puisque en plus d'être un acteur et un grand artiste martial, c'est que il est très rapidement devenu chorégraphe de combat, notamment sur Bloodsport. Il a aussi aidé au remontage du film pour rendre les combats plus dynamiques. Et à la suite de Bloodsport, il a déjà commencé à travailler en tant que scénariste, en tant que rédacteur d'histoire C'est quelqu'un qui s'implique développer vraiment les scénarios. beaucoup. Mais on parlait des scènes d'action notamment, il s'implique vraiment beaucoup on parlait du physique, des scènes d'action, dans toutes ces choses-là. Le montage, comme tu dis, qui vient un peu rythmer ou qui vient un peu donner du rythme au combat. On parlera un peu. Moi, je trouve que le film est un peu. On en parlera plus tard, mais je trouve les scènes d'action un peu trop cutées. Pour ma part, je sais que c'est pas ton cas, toi, Non. Nathan. Je trouve que Mais l'inverse. c'est quelqu'un en tout cas qui s'implique beaucoup dans le processus créatif et c'est pas une diva, tu vois. C'est quelqu'un qui a toujours apporté un très grand soin technique et puis qui coécrit. Enfin, c'est quelqu'un de très impliqué C'est pas dans Steven ses Seagal. films, quoi. C'est pas Steven Seagal. Bah, les deux ne se saquent pas d'ailleurs, ne veulent pas se saquer. Mais voilà. Et puis c'est des films aussi qui sont faits avec. On parlait de la Canon. Mais même là, Full Contact, c'est des films qui sont faits avec un budget, des petits budgets comparés à des stars qu'on peut voir comme Stallone, Schwarzenegger. Lyon Je sais pas où t'allais le pêcher, ce con-là Lyon Oh, on va laisser ça comme ça. Le roi de la jungle Pour la première fois à New York, Dukan Qui veut se battre contre le roi de la jungle Ce qu'il faut savoir, c'est que le scénario du film est un peu une fusion entre une histoire de combat clandestin et de Van Damme et un script de Sheldon Lettich sur la Légion étrangère qui était destiné à la base à Stallone, qui a jamais été fait, un projet qui n'a jamais été fait à la suite. Et on sait que Jean-Claude, en tout cas, s'inspire également du film Le Bagarreur de Walter Hill avec Charles Bronson et James Coburn, qui possèdent un peu une trame similaire. Et moi, ce que je trouve étonnant, c'est ce que vous disiez au début, c'est que Van Damme s'est impliqué vraiment dans l'histoire et dans le scénario. Et c'est vrai que peu de personnes ont conscience de cette info, c'est que Van Damme, c'est pas juste le mec qui va venir et faire des high kicks. Il s'est vraiment impliqué à fond dans l'histoire et dans l'intrigue. Et je trouve que c'est quand même fou de sa part. On l'attend pas là, en tout cas. Alors, Rétrospectivement, c'est vrai. Et j'irais même plus loin, puisque je trouve qu'une fois que tu le sais, tu le sens en fait. Ouais. Je trouve que ça se sent parce que bien après effectivement le début de sa carrière, on a commencé à comprendre qu'effectivement c'était quelqu'un de très qui portait en haute estime la famille et les valeurs d'amour et de loyauté. Et en fait, je trouve que le film a vraiment une âme derrière les bourre-pifs qu'il peut distribuer. Et quand tu sais ça, moi ça m'a pas étonné quoi. Et par contre, ce qui m'a un petit peu plus étonné, c'est effectivement l'inspiration pour un film de Walter Hill, donc réalisateur classique, qui a fait beaucoup de films d'action assez indépendants, par exemple très connu pour 48 heures, qui est considéré souvent comme le premier buddy movie. 48 heures, c'est génial. Je l'ai pas vu. Ouais, 48 heures de plus. Il y en avait deux. Deux pour le prix d'un. Ouais. De toute façon, Van Damme vient de là en soi, donc et il a poursuivi ça. On en reparlera aussi, mais durant toutes les années 90, après les années 2000, c'est un peu plus creux. Il y a un retour après plus vers les années 2010, notamment où il revient sur le devant de la scène dans Expandables. JCVD. Ouais, JCVD, c'est ultra important. Aussi, oui. Ça l'a vraiment relancé. Et donc il y a un petit truc, même récemment avec les plateformes de streaming un peu, mais là c'est son apogée, hein, clairement. C'est peut-être le dernier, c'est le dernier film avant le début du déclin. Mais on sent qu'il a voulu quand même faire quelque chose de spécial parce que je sais même pas si c'est la seule fois où on le voit pleurer dans toute sa film. Où il y a une scène où il c'est vrai qu'il pleure. Je sais pas. Ouais, parce que moi j'ai pas souvenir de Van Damme qui pleure dans d'autres films. Bah, JCVD. Ouais, oui, à part ça. Il pleure, mais là c'est un peu différent parce que dans JCVD c'est littéralement l'acteur qui s'adresse au spectateur. Enfin, même pas l'acteur d'ailleurs, là, c'est la personne derrière. Parce qu'il y a une vraie émotion qui se dégage de son personnage, qui est un peu qui a un esprit de sacrifice assez dingue, parce que
il est mal accueilli justement par sa belle-sœur qui voit en lui la cause de la mort de son mari donc de son frère. Et c'est même très triste de voir que il est accueilli comme ça alors qu'il a fait tout ce chemin et elle le jette de chez lui et lui il lâche pas. C'est un peu à son image, il lâche pas et dans l'ombre il va continuer de l'aider. J'ai trouvé cette intrigue là, cette sous-intrigue un peu plus émotionnelle, assez touchante et qui prend quand même pas mal de place dans le récit. Au-delà des bagarres qui sont pas aussi présentes qu'on pourrait le penser. Il y en a finalement très peu. Ça. Enfin, il y en a que 6 et ça prend. Je pense que ça recouvre à peine un quart d'heure dans le film. C'est un peu le ratio inverse de Bloodsport, je dirais. Ouais. Et une dernière info effectivement sur le film, il faut savoir qu'il existe une version 18 ans et plus, qui est sortie uniquement en Nouvelle-Zélande et en Australie dans un coffret de VHS. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté sur les scènes de cul avec c'est plutôt l'inverse en fait. C'est qu'à la base le film était très violent et qu'il a été censuré et adouci pour une version pour une sortie commerciale plus grand public. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de sang que ça, par exemple, surtout le combat final. Ouais, c'est vrai que tu sens que en plus c'est beaucoup des peigne le visage surtout le pauvre gars qui se prend tout dans la tronche de la part de Van Damme, mais c'est vrai que le film est pas, enfin si, ça m'a un peu fait rire à la fin quand il parle à sa nièce avec le visage complètement et le gars a plein de coupures machin, allez fais-moi un bisou et seulement après ils mettent les tonton les 3 compresses. Genre le gars il est là ah ouais mais t'as pas mal de trucs comme ça qui rajoutent un peu de charme aussi au film. Bon, on parlera un peu de la VF parce qu'il y a donc le nom du personnage, mais aussi autre chose quand ils viennent à se battre sur une voiture. J'avais noté, je sais plus ce qu'elle dit. Il y a aussi le truc, c'est un Écossais. Enfin, il y a plein de trucs. Le gars qui arrive en kilt et qui va se battre. Il y a plein de choses. Genre, le gars il arrive, il dit, il est en jupe, il lui dit non, c'est un Écossais. C'est trop drôle, tu vois. Non, mais il y a un petit message un peu crypto-gay dans le film, je pense. Il y a quelques petits. Mais non, mais. Il y a quelques petits trucs. Ça fait partie. Le combat dans la piscine avec l'espèce de maillot de bain là. C'est non, je dirais le fond d'eau de la piscine. Je dirais simplement que ce sont des hommes qui voulaient mettre en avant leurs atouts. Oui, on peut dire ça. Les deux. Et alors aussi, ça me fait penser à la scène très drôle, ce que j'appelle la scène Pretty Woman, où je m'y attendais pas du tout. Van Damme qui essaie des costards et qui se fait payer des costards par Cynthia. C'est vrai. Cynthia qui est le personnage qui va un peu financer les combats clandestins. Et qui est un peu une dingo, quoi. C'est assez rigolo. Moi, je trouve que le film parle avant tout de loyauté. Donc, qui s'incarne dans 3 personnages principaux. Donc, évidemment, Lion, qui est un légionnaire, donc du coup, qui se retrouve au service du drapeau, donc la légion française. C'est vrai qu'il est rappelé nombreuses fois que le personnage est français à la base. Et donc, effectivement, il est fidèle au drapeau. Jusqu'au moment où il décide de déserter pour son frère, pour aider la famille de son frère. En fait, il va placer cette loyauté envers sa famille, en fait. Et au final, c'est pas particulièrement qu'il abandonne la Légion, mais qu'il préfère la mettre au second plan le temps de secourir sa famille. Et ça, ce qui est assez important de le voir, c'est qu'effectivement, à la fin du film, la Légion réussit à le retrouver. Et il accepte de se rendre. Et c'est important de montrer ça. Notamment, c'est lié à un autre personnage dont on n'a pas beaucoup parlé, donc il s'appelle Joshua, puisque quand Lion arrive, d'ailleurs on va trancher tout de suite. Justement, c'est ça qui est important. Le personnage s'appelle Léon, mais lorsqu'il arrive à New York, donc par un bateau en tant qu'ouvrier dans les cales à enfourner du charbon dans des avec la traversée a dû être longue. Il est traité comme une merde après avoir été désigné comme traître à la Légion et qu'il arrive effectivement à New York en tant que clandestin et en tant que fugitif. Il tombe sur un combat illégal qui est organisé par un certain Joshua, qui est un promoteur de combats illégaux et clandestins. Et ce Joshua, il semble être un opportuniste, cupide, qui va toujours se liguer sous le plus fort.
envers dans le camp du plus fort, et donc il va se rendre compte que Léon est super fort. Il va lui trouver ce surnom de Lion. En VO, C'est il dit, c'est Lionheart en VO, parce que du coup en VF, ouais, en VO c'est Léon, mais vu que je suppose il joue sur le truc que dans la langue anglophone, Léon tu le prononces Lion, c'est ça. Léon. Sauf que ça marche pas en français en fait, parce que c'est vraiment Léon quoi. Donc Léon Cœur de Lion. Léon Gauthier. Ouais. Donc les mecs en VF, ils ont dû se trouver vachement emmerdés avec ça, parce que Ils auraient pu le faire comme ça. comment Léon, voilà. tu vois Léon Léon Heart machin, c'est trop bizarre. Du coup, le personnage a été renommé en français et s'appelle Lyon, comme la ville de Lyon. Ça s'écrit comme Lyon la ville. Ah, il me semblait bien. Ouais, moi, au début, Y-O-N. Et en fait, c'est trop bizarre. Enfin, moi, pendant tout le film, j'étais en mode, c'est quoi? Au début, j'avais pas compris, tu vois, je me dis, mais j'avais pas compris que, je croyais qu'en VO aussi, ça s'appelait Lyon, tu vois, j'avais pas compris, j'avais pas checké. Et je me suis dit, mais c'est quoi, débile, pourquoi? Et après, j'ai compris qu'il y avait eu aussi les mecs, les gars qui sont occupés de la direction artistique en VF ont dû se tirer les cheveux, en fait. Ça va Ils ont plus dû péter loin un que ça, câble, en fait. C'est-à-dire que, en VF, il s'appelle Lion, avec un Y. Ouais. En VO, il s'appelle Léon. Ouais. Et son surnom, c'est Lion, avec un I. Oui, comme le lion. Donc, du coup, dans les sous-titres, c'est bien marqué, Lion. C'est spécial. Et du coup, il devient un lutteur clandestin à partir de là, et Joshua le prend sous son aile, mais je pense que Léon se rend bien compte que c'est juste un opportuniste, avant de remarquer que finalement Joshua va faire beaucoup pour lui. Bon, évidemment, dans un premier temps, il va essayer de l'amener dans des combats plus lucratifs. Donc du coup auprès de cette fameuse Cynthia, qui elle aussi organise des combats pour des riches clients, pour des riches parieurs, parce qu'elle effectivement est très cossue, hein, elle vit dans un milieu embourgeoisé, hein, et ça on le ressentira à travers son comportement, hein. Elle exploite les prolos. Par exemple, on peut voir effectivement que j'ai fait une liste de tous les les adjectifs qu'on peut affubler aux personnages principaux. Effectivement, c'est une sorte de trinité entre les trois. Oui, ça. Mais Joshua donc est finalement très entreprenant vis-à-vis des combats, mais va aussi se prendre d'affection pour Lion, pour la loyauté qu'il a envers sa famille, et va l'aider à rejoindre Los Angeles, puisque Léon, on va l'appeler Léon du coup. Léon, bon, on va alterner entre les deux. Moi j'aime bien Lyon. C'est vrai que Lyon, c'est... Ouais, Lyon quand même, c'est quelque chose. ouais. C'est unique. C'est pas mal, hein. Et il débarque à New York, et grâce à Joshua et Cynthia, il va réussir à rejoindre sa famille à Los Angeles. Donc effectivement, quand on connaît pas trop la géographie américaine, on se rend pas compte à quel point c'est loin. Et c'est vrai que le gars de base part quand même d'Afrique du Nord pour s'en retrouver à Los Angeles. Moi au début j'avais pas tilté, je me suis dit, il arrive déjà à Los Angeles comme ça. En fait non, il arrive à New York et ensuite tu vois, il arrive seulement après Los Angeles. C'est vrai que le mec il fait un périple de fou. Ça pour que sa belle-sœur vienne lui claquer la porte au nez. Ouais, c'est assez dingue, tu vois. Il y a juste pour un grand voyage. Ouais. C'est vrai que ça prend le temps en fait. On n'est pas direct dans l'action. Ça prend vachement de temps avant qu'il se retrouve à Los Angeles, qu'il commence justement à retrouver sa belle-sœur et puis ensuite à faire des combats pour pouvoir lui procurer de l'argent. Donc il y a quand même une constance, je trouve, qui est plutôt bien rythmée dans le film. C'est plutôt intéressant. Il y a quand même c'est pas un scénario, c'est un scénario qui est quand même assez maîtrisé. Il y a pas de trucs vraiment hyper je pense que bon, il y a des gens qui vont évidemment contredire ça, mais je trouve c'est pas aussi nanardesque que peut l'être certains films de ce genre-là, justement, où tout est prétexte à de la bagarre. Là, il y a quand même du fond. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au ratio bagarre-scénario, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un film d'action. Ouais. C'est vraiment un film dramatique qui veut avant tout raconter une histoire qui est simple, mais qui se tient, qui ne déborde pas, et qui présente également en fond le milieu des combats clandestins, et qui évidemment par la même ça grossit le trait quand même, mais ça grossit un peu le trait. Moi je suis assez d'accord là-dessus. Moi je trouve que tu vois c'est les relations familiales etc, je trouve que ça marche plutôt bien, même vis-à-vis de son pote qui l'aide donc à traverser la moitié, enfin tout le pays, tous les États-Unis en fait. Moi c'est plus au niveau de sa relation avec, donc c'est Cynthia, ça, que je trouve ça, parfois ça nanarde un peu. Il y a le truc où il est à poil dans son lit, elle lui dit j'ai demandé au je sais plus qui, il a brûlé vos vêtements, machin.
Qu'avez-vous fait de mes vêtements? Je les ai donnés au valet de chambre et je lui ai demandé de les brûler. Vous lui avez dit de brûler mes vêtements? Ah, ne sois pas stupide. Après, on a la fameuse séance d'essayage. Oui. Là, tu dis, bon, ok. Non, en fait, mais je c'est vrai trouve que ce à qui part colle ça, pas- le reste, je trouve que c'est plutôt cool. C'est plutôt, ça marche bien, mais t'as quand même deux, trois séquences où, c'est très, tu sens que le truc est très fin 80, début 90 et s'adresse à un certain public, tu vois. Oui, il y a des passages obligés, c'est sûr. C'est ça. Le souci avec Cynthia, en fait, c'est que elle manque énormément de subtilité. Ouais, Que même si elle cache quand même un petit peu son jeu, il y a vraiment une décision qui pour moi est complètement stupide et ne s'explique pas totalement. C'est-à-dire que faut savoir que voilà, Cynthia prend Léon sous son aile et on comprend assez rapidement que c'est parce que elle veut coucher avec lui. Et en fait, elle pense que l'argent qu'il envoie à sa belle-sœur par l'intermédiaire d'un compte que Cynthia a ouvert, c'est pour sa maîtresse. Ah oui. Et donc du coup, par ce biais-là, Cynthia fout Léon à la porte parce qu'elle ne supporte pas qu'elle puisse avoir une rivale alors qu'ils n'ont même pas de relation ensemble, ils n'ont même pas couché ensemble. D'ailleurs, je trouve ça dingue parce que c'est à cette époque-là où justement il y avait qui est beaucoup critiqué parce que il y avait un traitement des femmes, on va dire très libidineux de la part des hommes. Là, c'est totalement le contraire. C'est la femme qui prend Léon comme un objet, qui l'expose un peu et qui le regarde comme un bout de chair qu'elle a envie de se payer et de se taper, quoi. Mais d'ailleurs, c'est assez fou. C'est même bizarre vis-à-vis du personnage mais je pense que c'est une volonté aussi de Van Damme, d'avoir ce côté, non, moi, je ne fais pas ce genre de choses. Oui, moi, je suis grand il seigneur. y a vraiment un truc, même, j'ai reparlé de cette séquence, mais la séquence où il est dans son lit, elle est là, limite, elle lui sauté dessus, et lui, là, on dirait limite un gosse, enfin, il comprend même pas ce qui se passe. Mais moi, je veux juste mes vêtements, moi, c'est presque limite, hors sol, quoi, c'est trop bizarre. Il a passé trop de temps à la Légion. Tu vois, tu vois, c'est plus, normalement, ça devrait même l'inverse, tu vois. Donc c'est trop bizarre mais je pense que c'est vraiment une pure volonté. Parce que peut-être que de base, il l'a coécrit, du coup, mais peut-être que s'il l'avait pas coécrit, peut-être qu'il y aurait eu un truc entre les deux personnages, tu vois. Enfin, moi, je pense que c'est Van Damme qui a dû poser son veto là-dessus. Ah oui, parce que c'est étonnant, justement, si à cette époque-là, on aurait eu une scène de sexe entre le héros et son et une personne de l'entourage, et c'est fou justement qu'il n'y ait pas une scène de sexe. Non, il n'y a pas de scène de sexe dans le film, mais et le plus étonnant, à part le combat dans l'eau avec le c'est vrai que ça c'est vrai, mais bon, c'est lié à d'autres fétiches. Mais ce qui est important de préciser, effectivement, c'est que contrairement à ces films précédents, l'antagoniste, donc c'est bel et bien Cynthia. Ce n'est absolument pas un gros macho baraqué qu'il doit affronter dans un tournoi, ou un rival cyborg sanguinaire, ou un violeur multirécidiviste qui parle pas un mot d'anglais, enfin je veux dire qui fracasse des dos avec des high kicks, je parle de Dongpo, hein. Donc effectivement, c'est un personnage, bon, certes, comme on l'a dit, qui manque de subtilité, qui a quand même des intentions plus diluées, c'est-à-dire qu'effectivement elle a d'un côté ce plaisir libidineux, on sent bien qu'effectivement elle fait ça pour son plaisir, donc du coup sexuel d'un côté, et de l'autre purement bestial, puisque c'est elle qui organise les combats, mais aussi elle y prend part et elle kiffe, hein, mais également pour son profit et sa vengeance, puisque voyant que Léon ne se soumettra pas, puisque comme je l'ai dit précédemment, il a vraiment mis sa loyauté en priorité envers sa famille, et pas du tout pour l'argent, ni même si dans les faits ces combats vont lui rapporter beaucoup, en fait il se fiche du milieu, il se fiche de ce milieu-là, et en fait ce qui compte pour lui, c'est de sauver sa famille à travers du coup un combat, le dernier combat du film, qui constitue une énorme prise de risque pour lui, puisqu'il parie toute sa fortune contre un colosse nommé Attila. Non mais c'est extraordinaire. Moi quand j'ai revu, enfin je l'avais pas revu depuis très longtemps, et quand j'ai vu
que le boss de fin s'appelait Attila, c'est Ah, c'est génial. incroyable. On n'aurait pas pu faire mieux. Quoi. Attends, t'enchaînes l'écossais, t'enchaînes Attila, t'enchaînes la baston dans la C'est piscine. Street Ah, c'est Fighter, en parfait. fait. C'est- Et puis en plus, ce boss de fin, comme tu disais, c'est pas un gros violeur ou un mec sanguinaire, parce qu'en fait, c'est un mec qui kiffe les chats. Il Oui. arrive la première fois, C'est vrai. Oui, c'est vrai. il caresse un petit caresse un chat. chat. C'est juste un C'est- combattant, il a Ouais. rien de maléfique. Mais C'est non, même pas du limite, c'est peut-être même limite le combattant le moins méchant du C'est film. exactement, c'est le C'est combat le vrai. plus honorable. Puis à la fin, ouais, Qui a tu son- le vois, il s'est fait casser la gueule, il est là, moi j'ai perdu. Ouais, t'as un plan sur lui, limite, Ouais. il est... Limite, Ok, il se tu vois. respecte. En fait. Ouais, y a rien de... Ça va. c'est- Et c'est vrai Ouais, que c'est c'est surprenant. pas mal. Et donc du coup, le plan de Cynthia est Mm. plutôt malin en fait. Il s'avère que Léon se fait casser la gueule par les légionnaires. Il est rattrapé par les légionnaires aux 3/4 du film. Et il est secouru du coup par Brian Thompson, donc l'homme de main de Cynthia. Et il s'avère que durant cette altercation, il a une côte brisée. Oui, ah oui, c'est vrai. Et en fait, lorsqu'on a cette scène à l'hôpital où l'on voit Cynthia s'inquiéter pour Léon, on pense, Mm. on pense que elle vient pour s'assurer qu'il va bien, mais en fait, c'est en secret pour espionner son état de santé et se rendre compte qu'il a une côte cassée. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va récupérer un combat d'Attila et le tronquer pour le montrer à des investisseurs et à des parieurs en faisant croire qu'Attila est mauvais. Oui. Qu'il est nul, il vaut pas un clou. Et en montrant évidemment cette cassette à Léon, et en même temps, Léon qui a amassé beaucoup d'argent et qui commence à avoir un mode de vie plus confortable, va en plus de sa blessure diminuer son entraînement, voilà, moins prendre au sérieux son combat. Et donc du coup, lors du combat, Cynthia va parier toute sa fortune contre Léon en faisant croire le contraire. Sauf que ça ne va pas fonctionner. Léon gagnera quand même le combat, évidemment. Et c'est là où il y a un point un peu plus important à différencier entre Cynthia et Joshua, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais encore une fois, mais qui est un personnage très important. Ouais. Je pense qu'effectivement, Léon n'aurait clairement pas pu faire tout ça s'il était tombé sur quelqu'un de moins bien intentionné. C'est le Sam Gamgee de Lyon. Mais c'est vrai, mais c'est ça. C'est la compagne dans le complètement ça. Ok, est-ce que vous vous souvenez ce qui se passe? Bah, il parie contre lui à la Ouais. fin. Il le trahit. Il met tout son argent sur Attila. Oui. Si j'ai bien compris. Est-ce que c'est vrai? Moi, je me dis, est-ce qu'il a vraiment fait ça? Ou est-ce qu'il il lui a dit ça pour qu'il abandonne parce qu'il avait pas envie que son ami se fasse tuer? Ah, c'est vrai. Y a Ah. pas le... Il y a peut-être Sauf un- que lui, contrairement à Léon, ne savait pas qu'il était blessé, et il a parié sur Attila après l'avoir su au tout dernier moment, au cas où. Ouais. Et c'est pour ça que, il implore à Léon d'abandonner avant même d'avoir fait le pari. Oui. Donc du coup, on se rend compte que c'est pas pour l'argent. Donc Ouais, le effectivement, personnage est un peu ambigu là-dessus. bah, C'est pas vrai. Moi, je trouve qu'il y a quand même une zone d'ombre un peu là-dessus. Tu quand même... parce que c'est vrai que il lui dit quand même au moment où Léon est à deux doigts Ouais. du chaos, quoi. Enfin, Hmm. est-ce qu'il le dit pour aider Léon et le sauver, ou est-ce que c'est vraiment en mode, bon là il est foutu, je lui dis la vérité, vas-y. Je trouve Tu vois, que à ce il y a un niveau-là, truc, c'est peut-être ambigu. Je pense quand même qu'il a des bonnes intentions. Ce qui me surprend un peu plus, par contre, et c'est là où on va tomber effectivement dans certains clichés du genre, comme c'était attendu à l'époque. C'est-à-dire que il y a des réactions qui sont assez archétypales dans le film et globalement dans beaucoup de films de l'époque. C'est-à-dire que on pourrait s'attendre à la place de Léon à ce qui rejette Joshua. Ça paraît très logique. Ou au moins qui questionne un peu son choix. Mais non, pas du tout. Il laisse Joshua la responsabilité de sa famille. Bah, le personnage de Van Damme, de toute façon, avec tous les points qu'on a énumérés, c'est vraiment le personnage, enfin le héros parfait, Oui. tu vois. Il y a un truc très très naïf et très tendre dans ce personnage, en fait. Ouais, qui Qui combat est vraiment pas, toutes les injustices. C'est ça, il est pas... Même à la fin, il accepte son sort de repartir dans la Oui. voiture avec Mm. avec les gars de la Légion. Donc tu vois, il y a... Bon, on revient sur le truc de... Du personnage de Van Damme, en fait. Ouais, c'est le, oui, C'est le personnage de Van Damme. c'est ça qui est assez drôle et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec certaines stars d'action, parce que la plupart des stars d'action ont eu ou ont un rôle prédéfini. En fait, Ouais. je reviens sur ce que tu disais, le personnage de Van Damme est bon, il est très bon, mais il est pas parfait. Par exemple, c'est pas comme alors j'ai pas vu beaucoup de films avec Seagal, mais Seagal, il est parfait. Genre il fait tout bien, c'est-à-dire que dans Terrain miné par exemple, certes il a un passé un peu trouble,
Mais à partir du moment où il reprend, il retrouve la raison, hein, il retrouve le bon chemin, là il va prendre toutes les bonnes décisions, il va dérouiller tout le monde. C'est vrai que c'est le genre de personnage qui sera jamais pris à défaut, tu vois, qui est toujours, je pense qu'il aura jamais la gueule en sang comme Van Damme a pu se l'infliger dans ce film-là. C'est toujours, il va terrasser tout le monde en 2 coups, tu vois. Alors que Van Damme sait se mettre en difficulté, oui, voilà. même dans Bloodsport, même dans Kickboxer. Du coup, effectivement, c'est vrai que le personnage de Van Damme s'oppose quand même pas mal à celui de Seagal, et c'est pas étonnant d'apprendre que dans la vraie vie, ils pouvaient pas se piffrer et qu'ils ont même failli se mettre sur la gueule, quoi. Au cours d'une soirée, en plus. C'était pendant une soirée, je crois, je sais plus quoi. Oui, j'étais invité à la même soirée, ça me fait penser. c'était un peu l'attraction de la soirée, tout le monde était là, tout le monde voulait voir le combat. C'est Seagal qui s'est défilé d'ailleurs. Il y a un petit côté le bosseur sérieux, c'est Van Damme, et un peu le mec un peu dilettante, un peu qui est un peu considéré comme il est là, il fait son truc sans trop s'impliquer. C'est Seagal. Baboulinet. Ouais. Surtout que Seagal envoyait beaucoup de piques à Van Damme sur les plateaux télé. C'est toujours lui qui cherchait un peu parce que Van Damme en soi, tu le vois, si tu le sais, c'est pas un mec dans la vie qui va emmerder les gens, ou qui va faire celui qui a le plus gros ego. C'était toujours Seagal sur les plateaux qui disait ouais, je le prends quand je veux, machin. Et Van Damme l'a croisé à une soirée, il lui a dit bon, on se la met dans le jardin si tu veux, et il s'est barré, tu vois, donc ouais. et du coup, c'est vrai que dans Lionheart, Van Damme, il est quand même mis plusieurs fois en difficulté. On se rend compte que la difficulté des combats augmente pas mal au fur et à mesure, parce que dans les premiers combats, il prend quasiment aucun dégât, il y a aucun souci. Et à la fin, il se retrouve la gueule en sang, à moitié mort. Et c'est vrai que Van Damme sait se mettre en difficulté. Comme je le précisais plus tôt, les combats gagnent en enjeu. Et très très vite, hein. Par exemple, on a les sommes, le premier combat il lui rapporte $100, le deuxième 5000 et le dernier probablement des millions, quoi. Donc c'est des combats qui sont quand même je trouve assez atypiques. La façon dont c'est filmé, c'est beaucoup de plans larges et de plans moyens où on voit pour mettre vraiment en avant la foule et en avant aussi le décor, parce qu'on a beaucoup de décors urbains, de décors aussi renfermés, mais ils ont tous tous les combats ont un décor totalement différent, et d'ailleurs les prises effectuées prennent en compte ce décor. Notamment il y a plusieurs fois des vitres qui sont brisées, il y a des combattants qui à un moment Van Damme il empoigne je sais plus, je crois que c'est le quatrième contre le mur. C'est assez atypique. Je trouve que c'est assez malin parce que ça permet de varier en plus des coups qui sont quand même très brutaux. Je trouve que c'est des coups brutaux lents, très lents, mais très durs. Et ça sent que c'est des coups de baston de rue, quoi. Il y a, même s'il y a les fameux coups de pied circulaires, les coups de pied sautés de Van Damme, que à mon avis on voit pas beaucoup dans la rue, mais il faut le temps de faire le coup de pied circulaire et que ça arrive bien. Normalement t'as le temps de parer. Hein. Oui, mais lui il en balance 2. Lui il est trop rapide. Il est trop rapide et il en balance 2. C'est impressionnant. Et ça tatane. Moi je trouve, contrairement à toi, Génion, que les combats ont un montage quand même assez lent. Qui permet de montrer bien les coups, bien les impacts. Le montage est quand même assez précis sur ce point-là. Les coups arrivent au moment où les coups les plus brutaux sont envoyés, et au moment où aussi ils vont avoir un impact évidemment sur l'adversaire, mais aussi sur l'environnement. En fait, moi, ce qui va un peu me gêner, c'est que j'ai l'impression que, en fait, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que Van Damme, il a le regard sur sa chorégraphie au montage, sur le banc de montage, mais c'est l'œil. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment l'œil de Van Damme qui monte sa performance dans le sens qu'il a envie de la monter, et je trouve que c'est pas forcément l'œil d'un metteur en scène, en fait. Et je trouve que les combats sont parfois un peu rythmés de manière étrange. Parfois tu vas voir des trucs, comme tu disais, des plans plus larges, et d'un coup ça va resserrer avec plein de plans très très bam bam bam, et tu vois, genre les échelles, j'ai du mal avec... En fait c'est les échelles surtout, je pense, où j'ai du mal. T'as aussi, bon, les ralentis, ça c'est d'époque, mais ça j'aime bien parce que ça marque un peu dans son époque, le truc du ralenti, le mec il prend un coup. Bon, c'était surtout dans, si je dis pas de conneries, dans Bloodsport où il y avait beaucoup ça. Oui. Mais du coup c'est un peu un gimmick qui revient. T'as aussi le coup qui
qui est repris sur plusieurs angles. T'as le coup de poing et bam, ça, t'as c'est un génial, tac, tac, tac. Ça, c'est hérité du cinéma de Hong Kong. Ouais. Typiquement, c'est du surdécoupage en fait pour rendre l'impact beaucoup plus fort. C'est ça. Je sais que Jackie Chan adore faire ça dans tous ses films, et il expliquait d'ailleurs dans plusieurs vidéos, il explique que cette façon de monter que les Américains n'ont vraiment pas compris, et n'ont toujours pas compris maintenant, c'est qu'un coup doit être impactant quand tu le mets en scène et quand tu le montes. C'est-à-dire que quand un personnage va mettre un coup de poing, si tu fais juste un plan large sans faire un raccord sur le point d'impact, le coup n'aura pas d'impact sur le spectateur. Et là, quand Van Damme il met un coup de coude, par exemple, dans la scène de la piscine, où c'est surdécoupé, où on le voit en 3 fois, tu dis, ah ouais, ça fait mal. Tu sens que ça fait mal. Même si il y a un petit côté ridicule, c'est vrai. C'est un peu artificiel. Ralenti. Il y a un petit côté ridicule, mais au moins tu vois l'action, c'est lisible, tu vois tout ce qui se passe, et c'est satisfaisant. Tu fais là, ils ont quand même bossé sur la Corée. Et c'est satisfaisant de voir que le mouvement a été quand même bien découpé pour qu'on puisse bien le voir. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans les films d'arts martiaux, c'est voir ce qui se passe, quoi, voir le combat. Moi, je compare toujours à ce qui se fait chez Marvel, où c'est absolument terrible. Ils savent pas filmer de combat, c'est pas possible. Ouais. Comment ça se fait qu'ils prennent pas un mec de Hong Kong, ou qu'ils appellent même un Van Damme, ils leur font des combats de fou. Parce qu'ils surdécoupent encore plus, c'est illisible. La caméra bouge, normalement, la caméra doit pas bouger. Ou alors dans certaines circonstances. Mais c'est ce qui me plaît aussi dans les combats de ce film-là, c'est que c'est très lisible, même s'il y a un côté kitsch, un côté un peu ridicule. C'est lisible, mais en fait, c'est même pas le côté kitsch qui va me déranger, c'est juste l'impression parfois... c'est plus les moments où ça se cherche. Où les personnages vont se chercher un peu plus, etc. Il y aura des petits coups donnés, etc. Mais pas sur les tatanes vraiment finales. Là, qui sont vraiment, effectivement, assez jouissifs. J'ai plus l'impression je sais pas, c'est Van Damme qui... Je sais pas, je suis curieux, en fait, je serais très curieux de savoir comment ils ont procédé, parce qu'on dit, Van Damme a commenté, c'est un bien grand mot, mais a aidé au montage, en plus, donc, il a coécrit, et était là aussi au montage. Je serais assez curieux de voir comment ils ont bossé entre le metteur en scène et Van Damme pour le montage des scènes d'action, parce que ça doit être un sacré truc aussi, ça. Et je sais pas, tu vois, si les deux avaient si ils ont bossé ensemble, donc je suppose que ça a bien marché et que le metteur en scène était assez d'accord avec la vision de Van Damme, mais je sais pas comment ils ont... Je suis assez curieux en fait de savoir comment ils ont bossé là-dessus. Je comprends en vrai ton point de vue, c'est vrai que ça y ressemble, hein. Le fait est que la chorégraphie a été pensée, mais que la réalisation n'est pas allée avec cette chorégraphie. Je me demande s'ils ont pas tout simplement fait du stock. C'est-à-dire ils ont fait un plan large avec toute la chorégraphie, plusieurs points de vue. Ils avaient peut-être après 5 ou 6 valeurs de plan et ils ont composé. Je pense que c'est vraiment le cas. Je crois que Bloodsport ça s'est fait comme ça. Surtout qu'avec des budgets pareils, je pense qu'ils ont pas eu, tu vois, des journées des semaines, tu vois, pour faire des combats très précis. Je pense qu'effectivement, ils ont eu quelques valeurs de plan, des valeurs plus ou moins rapprochées, avec des coups clés où là ils ont dit ok, ce coup on le fait de telle manière et tel angle, voilà. Mais effectivement, je pense c'est au montage où le gros a dû être fait en fait. Et ça se sent en fait pour certains combats, parce que en vérité, si je me trompe pas, il y a que 3 combats qui durent vraiment. Notamment, il y en a un qui est super, enfin qui est assez impressionnant parce que il est fini en un seul coup. Oui. Un coup dans les couilles, comme l'un des coups les plus célèbres de Bloodsport. Ouais. Et c'est pour montrer aussi à quel point Van Damme est précis et fort. Et effectivement, oui, ça a été une façon de tourner assez rapide. Par contre, ça a dû être assez coûteux parce que la pellicule. La pellicule que ça... Ouais, mais je pense que tu le gagnes, ça, sur les jours de tournage. Non, je pense qu'ils ont bien préparé, parce que c'est vrai qu'en revoyant le film, tu vois qu'ils ont quand même, comme tu disais, Julien, c'est qu'ils ont bien préparé, chaque plan était... En fait, chaque scène de combat est un peu filmée de la même façon. Ouais. Ils ont un plan large, ils ont les inserts, les raccords, les trucs. Tout est vraiment cadré, on voit pas... Il n'y a pas un peu d'expérimentation, comme on peut voir dans certains films avec plus de budget, comme John Wick, par exemple. Où tu sens qu'ils ont plus de budget, donc ils ont plus expérimenté, ils ont plus de matos, et donc ils ont essayé de faire des choses un peu novatrices. Là, il faut être efficace, on va faire comme ça, et puis on va pas dépasser le truc. Donc c'est ça qui ressort, je trouve, des scènes de combat aussi. Ouais. Et en tout cas, je trouve ce qui fonctionne également le plus dans l'esprit du film, c'est que vraiment, je trouve que on a l'impression d'être transposé dans le véritable milieu des combats clandestins, puisque
toutes les cases sont cochées. C'est des mouvements qui ressemblent à du combat de rue, à de l'improvisation Un peu de pour Fight certains. Club, ça fait penser un peu à Fight Club aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Un peu du catch aussi, Ouais. je trouve. Ouais. Des projections. Bah, en fait, c'est c'est varié. plein de Des formes de coups combat. Si je dis pas de conneries, il y a pas de préambule. Ouais, vous avez pas le droit à tel coup, tel coup. C'est pas vraiment- d'arbitre. Ouais, mais c'est Important. tu vois, t'as vraiment droit à toute forme de combat. Et tant que ça fait mal, ça fait mal. Quoi. C'est super violent. Enfin, en tout cas, moi, je me suis mis à la place des acteurs si je me prenais ça. Non, c'est très violent et surtout il y a une variété de décors et le public est toujours présent. Ouais. Tout est respecté à ce niveau-là. Tu travailles à l'aéroport, c'est ça? Tu fais passer quelque chose pour moi et t'as ton terrain. Tu fais ton taf comme d'habitude, tu changes strictement rien. Voilà, ça c'est ce qui constitue les combats de full contact. Mais si vous voulez voir des combats peut-être un petit peu plus péchus, plus rythmés dans un film récent qui fait penser sur certains aspects à un Van Damme français. Le film de Xavier Jeans, Farang, est sorti il y a quelques mois au cinéma. Je pense qu'à l'heure où vous écouterez ce podcast, il sera sorti en DVD VOD. Donc Farang, ça raconte l'histoire d'un expatrié français qui arrive en Thaïlande pour fonder sa nouvelle vie avec sa femme qu'il rencontre en Thaïlande avant que son passé ne le rattrape. Avant que son passé ne le rattrape. Et il va se retrouver lié à un milieu très dangereux et à une histoire de vengeance qui amènera à des scènes de baston extrêmement brutales, extrêmement vives et impressionnantes. Et c'est vrai que moi c'est un film qui m'a pas mal marqué cette année, notamment effectivement par la brutalité de certaines séquences qui surpassent franchement pas mal de scènes que j'ai pu voir par le passé, notamment un film qui est beaucoup cité, qui est en The Raid, qui a beaucoup inspiré les John Wick. Et dans Farang, j'ai trouvé que il y avait cette brutalité et cette précision de la chorégraphie, mais avec une valeur ajoutée que n'a pas The Raid, c'est-à-dire une belle photographie et une direction artistique vraiment soignée. Après, ce qui est pas étranger, c'est que Xavier Jeans, il a bossé sur la série de Gareth Edwards. Ouais, c'est vrai, ouais. Gareth Edwards. Gangs of London. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, il me semble que Xavier Jeans en parlait, que en fait, ça, c'était un Farang, c'est un truc qu'il avait écrit il y a longtemps et qu'il a ressorti des placards en bossant avec Edward en fait. Ouais, et il a retrouvé sur Gangs of London le chorégraphe avec lequel il a bossé sur Farang qui s'appelle Jude Poyer, je crois. Et donc ensemble, ouais, ils sont partis sur ce film-là. Et ouais, c'est impressionnant quand même comme projet. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit un film français un peu à la The Raid, crossover John Wick, des combats brutaux. Je disais, fallait oser en Thaïlande. En Thaïlande, fallait y aller, quoi. Donc ouais, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Ça reprend effectivement tout le délire de mise en scène et de réalisation sur les combats longs, à prise longue et avec des cuts, on revient sur ce truc, pour marquer un point de choc, un point d'impact, une violence qu'on veut vraiment montrer. Sinon, c'est souvent effectivement une caméra qui vient suivre les acteurs et les personnages, c'est des chorégraphies, enfin les mecs se sont entraînés pendant des semaines sur des chorégraphies, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant. Moi, je suis un peu plus partagé que, enfin je sais pas ton avis Vincent, mais je sais que Nathan lui j'ai beaucoup aimé. Il a beaucoup aimé. Moi je suis un peu partagé parce que je trouve que le film est quand il y a de la baston, c'est super. Mais je trouve le film quand même un peu avare parfois. J'aurais aimé un peu plus. Avare en baston. Ouais. Je trouve que ça met du temps. C'est vrai que ça met à peu près 45, 50 voire plus. Un peu plus. Durant une heure. Il y a une grosse heure. Et durant la première heure, il y a 2 scènes de baston quand même. Ouais. 3 je crois. Ouais, mais tu vois, il y a une scène de baston qui est vachement bien, hein, mais c'est une scène, tu vois, de combat clandestin. Donc déjà, bon, elle est très très bien faite, mais il y a pas ce truc un peu
nouveau. Enfin, tu Bah, vois. c'est pas sur cette scène-là, c'est vraiment à la fin, parce qu'il faut savoir aussi que les combats ont été filmés dans un angle un peu particulier, avec une focale de 50 mm à 1 mètre à peu près des acteurs, ce qui est une distance C'est vrai. extrêmement courte. C'est fou. Et Ouais, ce qui donne en fait une impression d'immersion dans les combats, et en plus on sent qu'effectivement le montage numérique a vraiment ajouté à l'efficacité des combats, Je sais pas comment ils ont fait. en rajoutant des transitions, mais enfin des coupes assez impressionnantes. Je crois qu'il y a un coup qui est porté, et la coupe se fait en inversant l'angle de vue, ce qui fait que ça décuple la puissance du coup. Et c'est vrai qu'à sur ce niveau-là, moi je trouve que Farang est extrêmement efficace, et c'est pas impossible que le film, que ces séquences ressortent dans les années à venir. Et à côté de ça, c'est aussi pour ça que je voulais qu'on parle rapidement de Farang. Déjà parce que c'est un film qu'il faut soutenir. Je pense que c'est le genre de production qu'il faut soutenir. Mais aussi parce que il a une trame qui se rapproche quand même un petit peu de Full Contact, Oui. puisque c'est aussi un père, un mari, qui va vouloir secourir sa famille, qui a un archétype de personnage, même s'il est mieux écrit, plus écrit que Léon, et a plus de failles, donc joué par Nassim Liès. Mais c'est vrai qu'il y a des relents très Van Damme dans son jeu, parce que le personnage Van Damme, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Ouais. C'est quelqu'un qui mesure toujours ses mots. Enfin, il parle quand il a besoin de parler, en fait. Ouais, Et le personnage dans Farang, c'est vrai que c'est un peu le cas aussi. Il a ce truc un peu, tu vois, c'est pas vraiment, bon, il est plus froid, je pense, dans Farang que Van Damme dans Full Contact, mais c'est à peu près un archétype très similaire. Et je pense que c'est même, je pense que Jean, à l'écriture, ou même quand il a travaillé sur le personnage, c'était quelque chose de, je pense, conscient. Oui, Je clairement. pense. C'est d'ailleurs il l'avait dit en entretien, Ok. il s'était inspiré de Van Damme. Donc effectivement, Farang, voilà, c'est un bon héritier du personnage de Van Damme, et aussi un bon film d'action récent. Et nous vous invitons d'ailleurs à le découvrir. Avec Olivier Gourmet en C'est vrai qu'il y a en Olivier parrain Gourmet. de la pègre. Ça, c'est quand même fou aussi. Ah, il est super. Incroyable. Olivier Gourmet qui On mange l'attendait ses pas là. nouilles. Ouais. Ça, c'est quand même, Ouais. sans chemise, voilà. C'est en gros parrain bien dégueulasse. C'est vrai on pense pas à Gourmet au début quand on pense à ce genre de film, mais ça lui va très bien. C'est trop cool de le voir là-dedans. Et c'est aussi, oui, une nouvelle exposition pour Xavier Jean, c'est pour ce genre de film depuis quelques années. Et effectivement, Jean a annoncé qu'il continuerait dans cette voie-là, et qu'il y aurait probablement d'autres films d'action avec Nassim Liès, qui est un acteur d'une trentaine d'années, et qui est vraiment à suivre en ce qui concerne les performances martiales. Et jusque maintenant, en France, c'était plus Netflix qui avait redonné cette chance, avec Balles perdues notamment. Mais au cinéma, c'était un peu plus frileux pour les sorties salles. Donc ça fait plaisir de voir que Jean, c'est pas n'importe qui non plus. Jean, quand même, c'est... Et le film a pas bidé. Il a fait à peu près 200 000 entrées, je crois. C'est pas mal. C'est correct. Donc, pour un budget de 4 millions, le même que Full Contact. Mais bon, il y a eu l'inflation. Non, mais ça reste efficace. Puis s'ils ont vraiment tourné en Thaïlande, il me semble que oui. Ah oui. Ça coûtait moins cher aussi, donc tout a été un peu ramassé. Ils ont fait... Ils sont même allés effectivement dans des coins reculés pour éviter justement de reproduire les mêmes scènes que tous les autres films qui tournent en Thaïlande. C'est ce dont on avait parlé. C'est vrai qu'il y a au début 10-15 minutes, peut-être 20 minutes en France, que moi je trouve pas très utile, enfin moi que je comprends pas vraiment. Mais on en avait reparlé avec Nathan, et c'est vrai que c'est peut-être pour les aides françaises en fait. Peut-être, Parce que s'ils avaient que tourné en Thaïlande, ça aurait peut-être été plus compliqué. C'est vrai que tu sens un peu le côté artificiel, le côté cliché, où il sort de prison, je sais plus exactement. Il va bosser sur les chantiers. Ouais, et puis il se fait rattraper par des mecs du quartier. C'est ça. Ouais, il y a un petit côté artificiel où il faut qu'il y ait un élément déclencheur, donc on va le mettre en France, comme ça on aura. C'est ça. On aura les alors aides, qu'en soi, si tu lances l'intrigue en Thaïlande, c'est pas forcément dérangeant. Surtout que si tu distilles petit à petit son passé qui revient. Mais effectivement, c'est peut-être plus pour le côté financement. Et on comprend. Oui. C'est normal aussi de faire des concessions. Mais voilà, donc c'est vrai, comme dit Nathan, allez voir ça. Ça vaut le coup d'œil. Surtout si vous aimez ce genre de film avec un peu de baston, quoi. Et puis un peu d'émotion. Et puis un peu d'émotion, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il aussi, on le sent en fleur de peau, il est pas que un bloc monolithique. On sent que il veut absolument sauver sa famille, et que ça lui tient vraiment à cœur. Donc l'acteur a fait une performance assez dingue, physique,
mais aussi il y a aussi du jeu, quoi. Il y a pas c'est pas une boule de combattants de nerfs, une boule de nerfs qui va se lâcher. Et puis en plus, Farang a été annoncé sur la plateforme Salto. Hein. Ça faut le savoir. Ouais, Salto, c'est fermé, non? Enfin, ils ont pas fermé ça. C'est fermé. Salto, c'est fermé depuis plusieurs mois. Hein. Qui m'a donné cette source? Ah non, c'est pas vrai. Je vais le tabasser. C'est terminé, Salto, ça Salto, a fermé ses portes. Ouais. Ah oui, c'est fini. Malheureusement, il faudra le Blu-ray, de produire en 4K. Et Eh bien, j'avais une petite anecdote pour finir. Ah. Sur Full Contact, pour les gens qui aiment jouer un peu aux jeux vidéo, sachez que la nièce, donc la petite fille, la petite, la fille, donc la nièce de Van Damme est jouée par Ashley Johnson. qui s'appelle Nicole dans le film. Qui s'appelle Nicole, exactement, complètement. Et en fait, c'est vrai qu'on en a pas parlé. cette petite fille, plus tard, elle a doublé Ellie dans les jeux The Last of Us. Et là, Oh, le twist. C'est la petite fille. et, C'est la voix d'Ellie et elle apparaît aussi dans l'un des derniers épisodes de la série The Last of Us. ouais, elle a un petit rôle dans la D'accord. série, en clin d'œil, oui. Voilà, c'était pour si ça vous donne toujours pas envie, Eh elle est bien, quand même. J'ai découvert ça tout à l'heure, justement, en regardant son nom sur Google. Tiens, c'est qui cette petite? Elle me dit quelque chose, là. Elle a un visage atypique. Et j'ajouterais, du coup, pendant qu'on est dans l'instant trivia, que Attila est joué par Abdel Kissi, donc Kissi son premier rôle, et Abdel Kissi n'est autre que le frère de Mohamed Kissi, donc l'ami de Van Damme, donc ils se connaissent, ils se connaissaient certainement depuis bien longtemps. Et j'ajouterais également que ce n'est pas la première fois que les légionnaires ou que les militaires assistent au dernier combat de Van Damme, puisque c'était déjà le cas dans Bloodsport, où d'ailleurs l'un des militaires qui pourchasse Frank Dux était joué par le génialissime Forest Whitaker. Et à chaque fois, ils en prennent plein les yeux, hein, les militaires qui sont censés le traquer et le ramener pour le mettre dans la boîte à suer. Donc, mais de toute façon, Van Damme a fait 5 films, je crois, avec Sheldon Lettich, dont Légionnaire. c'est lui? Fin des années 90, ouais. D'accord. La boucle est bouclée, quoi. La boucle est bouclée. Je crois que c'est parfait pour finir l'épisode. Yes. Ouais. Juste pour finir, c'est vrai que revoir un Van Damme du début des années 90, ça replonge dans une décennie extraordinaire, et ça m'a donné envie de continuer, de me refaire un peu toute sa filmo, et toute la filmo un peu des combattants d'arts martiaux de ces années-là, que ce soit Jackie Chan et compagnie, parce que Jet Li par exemple aussi, parce que ça reste une décennie qui a ouvert la porte justement à tout ce qu'on voit maintenant au niveau action. John Wick, je pense, doit tout un peu à ce cinéma de Hong Kong qui nous vient des pays d'Asie. Et c'est très cool de se replonger là-dessus, parce que je pense que les années 90, c'est quand même moi j'ose le dire, la plus belle décennie au niveau action. Tu pourrais nous citer quelques films que tu recommandes parmi le cinéma de Hong Kong? Par exemple, on parlait tout à l'heure d'Il était une fois en Chine avec Jet Li, qui reste une valeur sûre niveau combat. Jackie Chan, évidemment, tous les films des années 90 qu'il a pu faire sont très 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 drôles. Je pense à Mr. Cool. Il y a des trucs dingos. Jackie Chan à Hong Kong. Enfin, il y a des trucs, des films qu'il a fait qui ont un peu tous la même trame et qui ont un personnage archétypal qui moi me fait beaucoup marrer, m'ont beaucoup forgé, on va dire, dans ma cinéphilie de films d'action. Donc se replonger dans la filmo de Jackie Chan dans les années 90, c'est quelque chose, parce qu'il a fait aussi des films aux États-Unis qui sont pas très reluisants, mais les combats sont toujours impressionnants. Je pense que Jackie Chan, il a toujours d'ailleurs un sens incroyable de l'action, de la mise en scène et des chorégraphies qui est juste visionnaire. On le voit récemment, il a tourné un film avec Pierce Brosnan, le titre m'échappe, mais c'est un film où il joue un père qui perd sa fille lors d'une attaque terroriste et qui va vouloir retrouver donc l'auteur du crime. Et Pierce Brosnan joue un homme politique. Il va essayer un peu il va être pris à partie par Jackie Chan, qui même à 60 ans était quand même impressionnant, et ça fait plaisir de voir que justement l'héritage de ces années 90 continue de perdurer. Je n'ai pas vu beaucoup de Jackie Chan. Par contre, j'ai vu et revu le combat de Jackie Chan contre Benny Urquidez dans Wilson Mill, ou Soif de justice, je crois, en français.
qui est probablement le meilleur combat que je n'ai jamais vu de ma vie, donc je vous conseille de le voir, c'est sur YouTube. Préférez la version avec une mauvaise qualité, parce que c'est la version originale, donc... Et moi, c'est vrai que j'irais dans le sens de Vincent, parce que c'est un cinéma... Moi, le cinéma de Van Damme, je suis pas très familier. En fait, c'est assez paradoxal, parce que mon père aime beaucoup Van Damme, a beaucoup regardé de films avec Van Damme. Et moi, tu vois, paradoxalement, c'est pas un truc qui a construit ma cinéphilie, en tout cas, si je peux le dire comme ça. Donc, poursuivre dans ce sens, ouais, Van Damme, effectivement, Jackie Chan, tout ça. Le cinéma de gros bras des années 90, donc ouais, j'irai là-dessus aussi. Et je vous encourage à faire la même chose chez vous si vous êtes comme moi, si vous avez encore des lacunes dans ce cinéma-là. Je tiens quand même à me rectifier. J'aime beaucoup Van Damme, mais c'est surtout pour son personnage plus que pour ses films. J'en ai pas vu tant que ça finalement au regard de toute sa filmographie. Et j'en retiendrai surtout 4. Donc c'est Kickboxer, Bloodsport, Full Contact, JCVD et Expendables 2. C'est les 5 que je citerai en particulier, mais c'est vrai que c'est un personnage fascinant avant tout. Mais effectivement, privilégier les films hongkongais en termes de baston, ou effectivement certaines productions plus récentes qui ont un rythme dans le montage et dans la chorégraphie sacrément épicé. Bon, ceci conclut définitivement le podcast sur Full Contact et sur Jean-Claude Van Damme. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à vous abonner sur YouTube, sur Spotify et sur toutes les autres plateformes, puisque nous sommes maintenant disponibles à peu près partout. De liker, de partager. C'est très important pour le référencement. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Faites écouter ça à vos parents, à vos grands-parents, à vos animaux de compagnie. Et je rajouterais, n'oubliez pas d'aller sur le podcast d'Allociné sur Spotify et toutes les autres plateformes disponibles, et notamment pour le concept bagarre, que vous retrouverez souvent avec Vincent, et également Voix Ouf, qui est quand même une super émission sur le doublage français. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a fait un bagarre il y a pas longtemps sur le western, qui est assez rigolo. Et qui est un concept très sympa. Voilà, où on classe un peu des classiques dans un peu tous les genres. Sur le western, les Disney. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait les Astérix, je crois aussi, il y a pas longtemps. Un peu tout ça. Donc ça, c'est les comédies. Les comédies françaises, il me semble aussi. Allez. Ouais. Super, merci à tous. Merci d'avoir écouté, et puis à dans un mois à peu près.